passer de à... Je vous raconte l'évolution du son dans les jeux vidéo en 3 minutes. Qu'on le veuille ou non, le jeu vidéo et le son, c'est lié. Imaginez-vous ne pas avoir le son de Mario qui saute ou Pac-Man qui fait pas son fameux Waka Waka Waka. L'évolution du son est presque aussi importante que l'évolution des graphismes dans l'industrie du jeu vidéo. Les détails très techniques, je vais laisser ça aux autres. Mais évidemment, les premières consoles n'ont pas de processeur dédié au son. C'est le processeur principal qui gère tout, l'image, le son et les instructions pour que ça fonctionne. Alors le son, il doit être court et simple, parce que la mémoire est limitée, puis pendant qu'on calcule le bip, on ne calcule pas le déplacement de la balle. On considère souvent que Space Invaders est le premier jeu à avoir une trame sonore. Ces 4 bips de plus en plus rapides à mesure que les extraterrestres descendent ont contribué à créer une ambiance stressante et a beaucoup contribué au succès du jeu. Dès lors, tout le monde veut de la musique dans son jeu. Le son sur l'ordinateur et le son sur console suivent 2 chemins différents, mais semblables. Pour commencer, si les consoles d'avant 1980 ont de la difficulté à gérer des sons complexes pour des raisons que je viens d'expliquer, sur le PC, il n'y a pas de carte de son, point. C'est un minuscule haut-parleur interne qu'on appelle le PC Speaker, créé pour émettre des bips d'erreur. C'était une seule fréquence à la fois, donc une seule note à la fois, et un seul volume. Pour faire de la musique, les développeurs devaient alterner les fréquences tellement vite que ça donnait l'impression d'une mélodie, en donnant un peu mal aux oreilles aux joueurs. Pendant ce temps-là, les consoles développent des puces programmables. Par exemple, la Ricoh 2A03 sur la NES. Elle offrait 5 canaux audio. 2 pour ce qu'on appelle les ondes carrées, qui va souvent être la mélodie, un canal pour les ondes triangulaires, qui va souvent être la basse, un canal pour du bruit blanc, les percussions et les explosions, et un canal pour des échantillons sonores réels très compressés. Par exemple, si vous avez joué à Blades of Steel au Nintendo, ben c'est là qu'on entend la voix. Blades of Steel. C'est cette période-là qui nous a aussi donné le son musical 8 bits qui est encore très connu aujourd'hui. Fin 80, début 90, Sega, avec la Genesis Mega Drive et les PC, implémentent des technologies différentes mais semblables. Sega utilise une puce Yamaha pour une sonorité musicale hors du commun qui ressemble à un synthétiseur pour une console maison. Du côté des ordinateurs, en 1989, la firme Creative Labs lance la carte Sound Blaster. C'est le choc sur PC. Non seulement on a la même qualité musicale que Sega, mais on peut aussi enfin enregistrer et lire du son numérisé en basse et éventuellement en moyenne qualité. Pour la première fois, un PC peut émettre des vraies voix humaines, des bruits d'armes réalistes et des musiques riches. En 1991, la Super Nintendo intègre un composant révolutionnaire conçu par Ken Kutaragi, qui sera le futur père de la PlayStation, la puce Sony SPC 700. C'est pas un synthétiseur, c'est un vrai échantillonneur complet à 8 voix. La puce lit des vrais enregistrements d'instruments de musique, trompette, piano, batterie, compressé et stocké dans la mémoire de la cartouche. C'est une avancée gigantesque. Des jeux comme Donkey Kong Country, Chrono Trigger, Final Fantasy VI proposent des musiques quasi orchestrales avec des effets d'écho et de réverbération intégrés. C'est le plus proche d'un vrai enregistrement musical tout en prenant le moins de place possible. Avec l'arrivée du CD-ROM sur le Sega CD, la PlayStation et le PC, la contrainte de la taille du jeu et donc de l'espace pris par la musique vole en éclats. Au début, les développeurs gravaient directement les pistes audio sur le disque. Quand le jeu voulait lancer une musique, comme le niveau était dans la mémoire de la console, le lecteur laser allait lire la piste comme sur un lecteur CD de salon. La musique était parfaite, mais elle prenait énormément de place et manquait d'interactivité. Par exemple, quand un boss apparaît, il faut changer de musique, puis on ne peut pas le faire sans coupure. Les consoles ont donc gardé des processeurs sonores internes puissants qui sont capables de mélanger musique enregistrée qu'on place en mémoire, doublage vocaux intégré et des effets sonores 3D calculés en direct. Tout ça s'ajoute pour en arriver à aujourd'hui, l'ère moderne. La première Xbox, en 2001, intègre une puce audio NVIDIA capable de coder en temps réel du son Dolby Digital 5.1 via une sortie optique. Dans un jeu comme Halo, si un ennemi tire de derrière toi à gauche, le son sort physiquement de la colonne de son arrière-gauche du cinéma maison. À partir de là, le son est interactif et adaptatif. Les moteurs audio modernes gèrent la musique de manière dynamique. Si votre personnage entre dans une grotte, le système applique un filtre d'étouffement et de réverbération sur le son. Si votre vie baisse, la musique devient plus dramatique. Les jeux vidéo modernes traitent maintenant des centaines de sources sonores individuelles
en très haute résolution. On parle par exemple de musique, d'effets sonores, de gestion de positionnement en très haute qualité. Grâce à des puces dédiées au calcul audio-spatial, les consoles vont simuler la façon dont le son rebondit sur les oreilles humaines. Dans un casque, le joueur peut maintenant entendre si un bruit de pas vient de 2 mètres au-dessus de lui à droite ou 1 mètre en dessous de lui à gauche. En 50 ans, le son du jeu vidéo est passé d'un bip une fois de temps en temps à une adaptation symphonique personnalisée. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et en commentaire, quelle est votre trame sonore de jeu préférée? Personnellement, c'est une question hyper difficile, mais les deux Zelda sur la Switch et Super Castlevania ont une place particulière dans mon cœur.